Bonjour à tous. Nous avons un thème qui porte sur mondialisation et économie positive. On a commencé à voir certains de ces aspects à travers ce qui se passe sur le marché mondialisé de l'énergie. Peut-être pour commencer, quand on a parlé du thème la première fois, j'étais un peu choqué par la différence entre les mots. D'un côté, mondialisation, je pense, dans la tête des gens, fait référence en priorité à croissance pour la croissance, vision court-termiste, manque de régulation, alors que l'économie positive se veut une pensée sur le long terme, la régulation pour protéger. Et j'aimerais peut-être faire un petit tour de table pour voir si vous voyez un paradoxe évident entre les deux. Peut-être ensuite on pourra parler des choses qui les rassemblent. Mais le premier réflexe, c'est d'évoquer ce paradoxe apparent. Peut-être Monsieur Paty. Oui, bah, spontanément, moi je vois pas vraiment de paradoxe. Et bien au contraire d'ailleurs. Je trouve que la mondialisation aujourd'hui favorise l'économie positive. Peut-être qu'on aura l'occasion de le développer un peu plus loin. D'accord. Pour creuser les contradictions, juste pour l'intérêt du débat, je dirais que la mondialisation telle qu'on l'entend d'habitude, c'est la mondialisation des marchés. Or, mondialisation des marchés sans mondialisation de l'état de droit, ça crée une économie de marché sans état de droit. Et une économie de marché sans état de droit, même si c'est le rêve idéologique des économistes du XVIIIe siècle, c'est le chaos, dont on a de rares exemples dans l'économie mondiale. Donc, et d'ailleurs on le voit bien avec la construction européenne, qui a commencé par faire un marché progressivement et qui se rend bien compte progressivement que ce marché à lui tout seul ne suffit pas. Il faut un état de droit fort, ne serait-ce qu'un état de droit de propriété. Et si vous n'avez pas, pour avoir un droit de propriété, il faut avoir de la police, de la justice, du cadastre, enfin toute une série de règles. Donc, tant que la mondialisation est une mondialisation des marchés et pas une mondialisation de l'état de droit, elle va au chaos. Et la mondialisation de l'état de droit, ça peut être idéalement un état de droit démocratique. Un gouvernement mondial démocratique, ça se saurait si c'était en marche. Ou au moins une mondialisation des réglementations, de la régulation, qu'on tente extraordinairement difficilement de faire en Europe, petite partie du monde, et qu'à l'échelle du monde, on n'arrive pas à faire, sauf peut-être dans certains secteurs où, en matière d'énergie, par exemple, il y a, ou dans certains domaines, on le voit dans le secteur bancaire ou dans d'autres, où il y a des tentatives de mise en place de réglementation mondiale. Justement, c'est une bonne transition vis-à-vis de l'énergie, parce que si j'ai bien compris ce que vous allez dire tout à l'heure à Monsieur Barnier, la réglementation n'avance pas nécessairement aussi vite que certaines des tendances défavorables que vous avez évoquées. Oui, c'est vrai. C'est vrai dans le secteur de l'énergie. Ce que aujourd'hui nous pouvons reprocher, d'ailleurs, c'est pas à la Commission européenne, c'est aux différents États européens, c'est d'avoir agi individuellement. Or, s'il y a des domaines où il y a une solidarité de fait, c'est bien le secteur de l'énergie et plus particulièrement la lutte contre le réchauffement climatique. D'ailleurs, le GIEC vient de nous rappeler de façon forte à quel point la situation a été alarmante. En matière de CO2, le CO2, c'est ce qui est rejeté dans l'atmosphère. Et le CO2, il ne reste pas à la verticale, au-dessus d'un pays. Pour le dire autrement, il ne servirait à rien que le Luxembourg devienne un pays sans aucun rejet de CO2 si tous les pays autour continuent d'accroître les émissions de CO2. Ce qui est vrai pour le Luxembourg au sein de l'Europe est vrai pour l'Europe au sein du monde. Et donc, il y a une solidarité dans ces problématiques liées à l'avenir de la planète et au climat. Donc moi, je pense que économie positive et mondialisation ne sont pas du tout antinomiques. D'ailleurs, je dirais, on le voit ici, l'économie positive, c'est l'ouverture au monde. C'est à la fois l'interculturalité, c'est la pluriculturalité, c'est la prise en compte des intérêts collectifs, des intérêts communs de l'ensemble des habitants de la planète. Donc la dimension mondiale liée à cette approche de long terme, pensée aux générations futures, elle est forte, elle est naturelle et même indissociable à mes yeux. Alors, je pense qu'il y a en effet des complémentarités, mais je reviens vers M. Paty qui a commencé par ça. Mais vu que vous travaillez dans un groupe qui est au contact de la grande distribution, la grande distribution dans l'esprit des gens, c'est pas nécessairement l'ambassadeur toujours de l'économie positive, et du respect des règles. Je pense qu'il y a un certain nombre d'exemples qui ont montré qu'elle peut avoir tendance à
finalement à déployer mondialement un modèle d'achat au moindre coût et sans regard pour les règles sociales ou ce genre de choses. Donc j'aurais peut-être vous qui connaissez cet univers, vous n'êtes pas un grand distributeur mais vous connaissez cet univers, voir ce que vous en pensez, et surtout, puisque vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas forcément d'antinomie, sur ce cas précis de la grande distribution, justement, où se trouve la complémentarité? Alors, d'abord une petite précision, je ne suis pas grand distributeur, je suis un groupe prestataire de services à la distribution d'une façon générale. Et effectivement, moi ce que je constate, c'est que d'abord, il y a un mouvement très très profond qui est mondial aujourd'hui. Et je dirais, plus il y a de mondialisation au sens classique du terme, plus il y a une aspiration à un peu plus de social, un peu plus de responsabilité, un peu plus de nutrition, un peu plus de meilleure consommation. Et c'est là où je fais le lien avec le retail d'une façon générale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois que Gérard Mestrallet l'a dit tout à l'heure, le consommateur devient acteur. On voit à peu près dans toutes les économies une montée en puissance de ce qu'on appelle le phénomène de la consommation. C'est-à-dire que les consommateurs, qui sont des individus, des citoyens, dont on sait tous qu'ils ont pris définitivement le pouvoir de leur consommation grâce aux nouvelles technologies, l'information, et puis jusqu'au pouvoir ultime du boycott, qui est assez fantastique aujourd'hui. Du coup, on sent bien qu'il y a une montée, et moi j'ai l'habitude de dire que ce consommateur est devenu momentanément plus intelligent que son commerçant. Et du coup, pour les grands distributeurs, pour les acteurs de ce secteur, ben, il y a une prise de conscience, et comme bien souvent, ça vient du bas, comme dans les entreprises aujourd'hui. Je pense que dans les entreprises, les collaborateurs sont bien plus en avance que leurs dirigeants. De même que les citoyens sont sans doute, dans certains pays, plus en avance que leurs gouvernants sur cette responsabilité et cette recherche de sens et de quête à un meilleur monde. Du coup, les distributeurs, tous dans leur ensemble, en tout cas les plus grands, ceux qui sont le plus mondial justement, ont pris comme politique et comme mesure précisément d'être aussi des acteurs facilitant une meilleure consommation et contribuant à un meilleur monde pour demain. Ça, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Je pense qu'on voit que c'est une tendance forte. Peut-être poser la question à Jacques Attali de qu'est-ce que ça pourrait être dans 20 ans. La mondialisation, c'est évidemment l'échange de cette information qui permet aux consommateurs de savoir, aux entreprises aussi, sachant que le consommateur sait d'ajuster leur comportement en fonction. On l'a vu récemment avec, par exemple, les incendies d'usines textiles au Bangladesh, les retombées mondiales que ça peut avoir lorsqu'on ne respecte pas les règles. Donc, je pense que tout le monde est conscient de ça. Jacques Attali qui a travaillé pas mal sur les réseaux, les informations. Dans 20 ans, à quel point ça peut aller? Parce qu'on a l'impression qu'on a déjà beaucoup d'informations. Dans 20 ans, d'abord, il y a une grande bifurcation qui est devant nous. Je le disais, mais je vais le redire ici autrement. Il y a quelque temps, mettons-nous il y a exactement un siècle, en septembre 1913, on avait exactement les mêmes débats qu'aujourd'hui. Et on savait que l'intégration mondiale avait commencé, qu'elle était extrêmement forte et qu'il fallait des règles internationales. Et puis il y a eu août 14, et puis il y a eu la guerre, il y a eu le fascisme, le nazisme, le communisme, la crise, la Deuxième Guerre mondiale, etc. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a un moment où, face à ce besoin d'ordre mondial, il peut y avoir, et on en voit tous les prolégomènes partout, une crispation nationaliste, protectionniste, ethnique, chacun pour soi. Une fermeture qui est en marche. Donc la première, et c'est cette fermeture, c'est la crise de 1907 qui a conduit au protectionnisme un peu partout, ça a d'ailleurs commencé en France, qui a conduit à la guerre entre des pays qui n'avaient aucune raison de faire la guerre. Je rappelle que l'intégration économique entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne était si forte que ce n'est que l'année dernière qu'on a retrouvé le même niveau d'intégration entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne de 1913. Donc l'intégration économique n'est pas un obstacle à la violence. Donc, il y a d'abord une première bataille contre la rupture, et qui n'est pas gagnée du tout. Mais à supposer qu'on gagne cette bataille, et qu'on convainque progressivement que ce qui a été dit par les uns et les autres ici, à savoir qu'on a intérêt au bonheur des autres, on a intérêt à ce que les autres soient bien portants, et que cette prise de conscience de ce qu'on ne peut pas se permettre d'acheter des t-shirts à fabriquer avec le travail des enfants, il y aura en effet une intégration progressive. Tous les textes existent, c'est assez fascinant, tous les textes existent. Normalement, on ne peut pas être dans l'OMC si on n'obéit pas au texte de l'OIT. C'est écrit.
Bon. Mais naturellement, c'est pas respecté. Donc le problème, c'est faire respecter l'articulation entre l'OIT et l'OMC. Et il n'y a aucun moyen pour l'instant de le faire. Donc c'est ça auquel il faut arriver à faire. Maintenant, on peut y arriver, je pense, parce que 100% des consommateurs sont des électeurs. Mais seulement 50% des électeurs sont des travailleurs. Donc, évidemment, il y a une tyrannie du consommateur par rapport au producteur. Et cette tyrannie du consommateur, si le consommateur n'est pas éduqué, le consommateur, il veut le low cost. Même dans les pays développés, le low cost est la règle, on le voit dans tous les secteurs. Donc, il faut que le consommateur prenne conscience que le low cost est suicidaire, par bien de ses dimensions. Et donc, il a intérêt, lui aussi, à ce que le low cost soit accompagné d'une durabilité du low cost. Mais, je dois dire, ce n'est pas la tendance actuelle. La tendance, c'est la tyrannie du low cost, parce que, en particulier parce que nous sommes dans une période sans pouvoir d'achat, sans croissance de pouvoir d'achat. La seule croissance du pouvoir d'achat, c'est par la baisse des prix, la déflation. Donc, la réduction de la protection sociale de ceux qui produisent. Et donc, il faut redonner du pouvoir aux producteurs, que chacun se rende compte qu'il est à la fois consommateur et producteur, qu'il a intérêt à ce que la production, pas forcément made in France, mais que la production soit faite d'une façon décente pour que le système puisse fonctionner. D'où l'importance, je crois, du mouvement comme ce qu'on est en train de créer ici, c'est-à-dire une compréhension de ce que nous sommes chacun multiples, nous avons différentes dimensions de personnalité. Et dans ce cas-là, on peut avoir dans 20 ans un monde tout à fait idéal, qui serait simplement le respect des textes existants, le respect de ce qu'on ne puisse pas être dans l'OMC si on ne respecte pas toutes les règles de l'OIT. Ce que vous dites, je rebondis par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur le lien consommateur-acteur avec l'économie circulaire, les différentes manières de générer de l'énergie qui peuvent engager les consommateurs. Comment vous-même avez vu l'évolution de ces comportements? Et comme disait Jacques Attali, ça va être une tendance qui peut être assez longue puisqu'on est dans cette tyrannie du low cost. Comment vous sentez le rôle de l'éducation que des groupes comme vous pouvez avoir ou qui peuvent être fournis par d'autres instances? Comment vous voyez cette évolution? Alors c'est vrai que cette révolution, je crois qu'on peut l'appeler ainsi en matière énergétique, est relativement récente. Elle a quand même pour origine la technologie, les nouvelles technologies de production d'électricité à partir de petites unités, alors que la tendance pendant 50 ans avait été des centrales électriques de plus en plus grosses, des centrales nucléaires de plus en plus grosses. D'un seul coup, sont apparues des entités de petites dimensions, des micro-unités de production à l'échelle du consommateur. Il y a une deuxième révolution, c'est l'introduction des technologies numériques, couplées, la convergence entre le numérique et l'énergie. Et dès lors, cette révolution technique a permis aux consommateurs de prendre, si je puis dire, davantage son destin énergétique en main. Et puis, il y a eu aussi cette prise de conscience, je dirais, des dégâts que la production d'énergie, qui était le premier émetteur de CO2 dans l'atmosphère, causait à la planète. Donc, cet ensemble de situations a créé un nouveau rapport entre l'individu et l'énergie, un nouveau rapport à la consommation d'énergie, avec la volonté de décider avec quoi est produite cette électricité, cette énergie, choisir, décider de gérer à l'intérieur de sa maison son énergie. Et là, ce sont les instruments numériques qui vont permettre de plus en plus d'avoir smart home, c'est-à-dire des systèmes de capteurs qui à tout moment pourront optimiser votre consommation de chauffage, d'électricité, décider à quel moment il faut démarrer les équipements domestiques qui consomment le plus d'énergie, précisément pour pouvoir consommer cette électricité dont on ne sait plus quoi faire quand il y a trop de vent. Et ensuite, les consommateurs veulent devenir des producteurs eux-mêmes. Mais il y a 1000 façons de devenir un producteur. Vous pouvez devenir un producteur simplement d'ailleurs en effaçant votre consommation, donc un producteur virtuel. Et là, moi je ne sais pas exactement quelle forme prendra
ce système énergétique de demain. Et en tant qu'entreprise, nous sommes très interpellés par cela. Et moi, chez GDF Suez, pour essayer de faire réfléchir tout le monde un peu à quel sera le système énergétique de demain, bien sûr, nous avons demandé à nos grands patrons et à leurs de branches, de divisions et à leurs collaborateurs d'essayer d'analyser, d'imaginer ce que sera ce nouveau métier, parce que pour nous, c'est un changement de business model. Mais j'ai demandé aussi à des jeunes, des groupes de jeunes, de travailler. J'en ai pris une centaine, qui chacun doit d'ailleurs interroger une dizaine de personnes dans l'entreprise, ça fait déjà 1000. Et puis, je trouve que nous avons un réseau de femmes dans l'entreprise qui s'appelle Women in Network, et nous avons décidé de leur demander à elles comment elles voient le futur de nos métiers, vu, je dirais, de leur position à la fois d'acteurs, mais aussi de consommatrices. Parce que ce nouveau système va être multiforme, et c'est extrêmement difficile aujourd'hui d'anticiper et de dire, voilà, dans 10 ans, dans 20 ans, voilà à quoi va ressembler le système. Alors qu'auparavant, il y avait grosso modo dans chaque pays un monopole qui décidait de tout. Non, je pense qu'en effet, c'est difficile de prévoir l'innovation, mais ce qu'on retient, c'est qu'il y a les innovations techniques qui ont quand même créé des éléments de bascule. Je reviens peut-être sur, on va dire, des biens qui peuvent être moins sophistiqués, où la tyrannie du low-cost va être plus élevée. Une des recommandations qui est dans le rapport de la commission qu'a présidé Jacques Attali concerne l'affichage sur les produits de leur impact social, environnemental. C'est pas encore fait. Mais vous qui êtes, encore une fois, pas distributeur, mais au contact de cet univers, est-ce que vous verriez ça comme une bonne recommandation, comme quelque chose qui pourra avoir un impact assez décisif finalement sur le low cost? Alors, oui, bien sûr, mais juste pour revenir sur l'idée de low cost de Jacques, oui, c'est indéniable. Aujourd'hui, il y a une tendance au low cost. Mais en même temps, je suis un peu plus optimiste que lui. Je sens très très fort une montée en puissance, mais surtout venue aussi de la santé et de la nutrition, tout simplement. C'est-à-dire de la consommation de base, de la consommation alimentaire. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe en Europe ou aux États-Unis sur la traçabilité des produits, la quête de d'où ça vient, comment ça a été fait, et quelle valeur nutritive ça peut avoir pour moi. Aujourd'hui, en Chine, ça commence, et ça commence très fortement. Vous savez, comme moi, que les Chinois les plus riches sont en train de s'expatrier uniquement pour que leurs enfants se nourrissent bien. Donc, il y a un phénomène, et vous savez qu'en Chine aussi, il y a quelque chose comme 30 à 50 000 conflits sociaux par an, c'est-à-dire 80 par jour. Donc il y a quelque chose dans cette mondialisation qui n'est ni plus ni moins qu'un monde sans frontières. Il y a une montée en puissance des quêtes à une meilleure nutrition, une meilleure consommation. Et moi, je suis extrêmement optimiste vis-à-vis de ça. Et je pense que ça va dépasser les frontières, dépasser les entreprises, dépasser les gouvernements. Quand bien même la crise est là, et quand bien même on fait un peu plus attention. Mais peut-être aussi on va faire attention tout en faisant mieux. Et c'est ce à quoi je crois. Oui, il y a toujours je suis entièrement d'accord avec Raphaël, il y a des tendances lourdes qui sont là. Maintenant, il y a un tel réservoir de population pauvre que quand on ne peut pas produire à bas coût en Chine, on va le produire au Vietnam ou maintenant en Éthiopie ou ailleurs. Donc il y a encore un potentiel de low cost absolument gigantesque. Et en effet, je crois aussi que cette traçabilité est très importante. D'ailleurs, à Planète Finance, et Raphaël était venu pour le voir avec moi et quelques autres, nous avons commencé toute une série d'activités d'amélioration de la relation des producteurs les plus pauvres dans la chaîne de valeur, de façon à faire en sorte que les plus pauvres producteurs puissent, en éliminant des intermédiaires, avoir accès aux profits que font les distributeurs finaux des produits. Et même pour le consommateur, c'est bien pour le producteur de pouvoir vendre un produit en racontant son histoire jusque la qualité des producteurs. Et on a beaucoup d'entreprises qui nous disent maintenant, aidez-nous à trouver des producteurs de qualité
et à ce qu'on puisse raconter l'histoire depuis la matière première jusqu'au produit final. On est en train de le faire dans un très grand nombre de pays où on aide les producteurs de base, en particulier par exemple de beurre de karité ou de vignoble ou toutes sortes de choses, pour que l'acheteur final puisse raconter l'histoire de producteurs dignes, respectés, qui s'inscrivent dans cette chaîne. Maintenant, est-ce que ça va rester, et c'est tout l'enjeu de l'économie positive, est-ce que ça va rester une consommation bobo ou est-ce que ça va devenir une éthique? Je crois d'ailleurs que ce qu'on appelle avec mépris bobo, c'est souvent une éthique d'avant-garde. Et ça peut devenir cette éthique. Mais c'est peut-être l'esprit français qui m'amène à dire ça. Quand ça ne se traduit pas par un texte, je ne pense pas que ça puisse s'installer durablement, parce que les forces contraires sont très grandes. Ouais. Vous parlez d'esprit français, je réalise qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'État, ce qui est bien, mais on va en parler quand même. Juste, je résiste pas à l'idée de rajouter un petit quelque chose. À propos du bobo, oui, on connaît tous ce qui se passe à San Francisco, et ce phénomène et ce mouvement, toujours sur la nutrition, des locavores, où en gros on consomme qu'à 200 km de ses choix. On produit, on cultive et on se fournit chez les producteurs, voire soi-même on est producteur. Je vous invite à aller voir parce qu'ils sont de l'autre côté de la porte, les locavores du coin, et vraiment ils sont là pour vendre leurs produits et vous êtes invités à les acheter. Et précisément, ça on pourrait dire c'est bobo. Mais hier, en venant ici, je me suis arrêté dans tout plein d'enseignes. Bon. Et ce que j'ai constaté de visu, c'est l'énorme impact des produits régionaux. C'est-à-dire, très très vite, la France s'est mise à consommer autour de chez soi, quoi. Et si on regarde aujourd'hui les linéaires fruits et légumes, les linéaires de toute l'alimentation, au plus près de chez soi, aujourd'hui, il y a des offres concrètes chez tous les distributeurs, que ce soit Leclerc, Carrefour, Intermarché, Auchan, et je trouve que ça vient vite, ça vient très très vite. Voilà. Juste, je pense qu'on a fait le tour, si je résume quelques points qui vont finalement contrer certaines tendances de mondialisation, la pression du low cost, on a parlé de changement de consommateurs, d'échange d'informations et du poids que peuvent avoir les consommateurs vis-à-vis des producteurs. On a parlé aussi de certaines innovations technologiques qui peuvent permettre de faire des consommateurs, des producteurs. Vous aviez évoqué tout à l'heure, on n'aura pas le temps, l'importance de la commande publique. C'est pour ça que je disais, on est en France, on n'a pas parlé de l'État, mais je pense que vous l'avez tout à l'heure cité, et c'est une des recommandations, en effet, du rapport sur l'économie positive. Donc je pense qu'elle a été débattue ou qu'elle sera débattue davantage. Je tiens à vous remercier d'avoir participé à ce débat. Monsieur Mestralet, Monsieur Pavie, Monsieur Attali, merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir céder la place aux prochains intervenants. Merci à vous.